Ce matin, Jean-Jacques Guillet et Patrick Picot partent en mission de reconnaissance. Les deux militants écologistes ont affrété, à leurs frais, un petit avion. 50, 55, rotation. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors on est parti. Dans leur viseur, ces retenues d'eau artificielles qui fleurissent dans nos campagnes. Des réserves géantes construites par les agriculteurs pour stocker l'eau et irriguer leurs champs. Est-ce qu'elle est celle qui est dans la forêt là? Bah, y en a une petite là-bas là. Ah ici, Olivier. Ah ouais, bien vu. Tu vas en avoir une à droite tout de suite là. Enfin, la couleur de l'eau a pas l'air terrible. Elle est pleine jusqu'à la gueule, hein. Tu peux faire des photos, Jean-Jacques là? Ah ben, je fais que ça. Ah. S'ils les traquent, c'est que ces retenues d'eau entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres ont été creusées en toute illégalité. On va la laisser à droite, celle-ci. Ouais. On va faire l'autre là-bas. Celle-ci aussi est bien pleine, dis donc. C'est pas les pluies de ces derniers jours qui l'ont remplie. Les deux militants soupçonnent aussi les agriculteurs d'avoir pompé frauduleusement dans les nappes phréatiques. Allez, c'est tout bon. Retour à la maison. Allez, retour maison. Leur cliché, ils les destinent à la justice pour attaquer les paysans fautifs devant les tribunaux. Car dans les campagnes, la guerre de l'eau est déclarée. D'un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Ils veulent stocker l'eau l'hiver pour arroser autant qu'ils veulent l'été. Face à eux, les défenseurs de l'environnement, pour qui il est urgent de préserver et de partager cette ressource vitale de plus en plus rare. Partout en France, des projets de retenue d'eau de plus en plus étendus se multiplient. Et des batailles aussi, parfois violentes. Dans les Deux-Sèvres, Jacky Mesmin est persuadé d'avoir été victime d'opposants à l'irrigation. Un dimanche de septembre dernier, il a retrouvé sa rampe d'arrosage vandalisée. Ils l'ont poussée pour la renverser une première fois. Et après, une fois qu'elle a été renversée, ils se sont attaqués au châssis. Ça a été tapé à ce niveau-là. L'acte était vraiment de détruire toute cette partie-là. C'est l'acharnement moi, qui me choque le plus. Donc elle a été détruite avec ce matériel-là. C'est un télescopique, c'est un engin de levage qu'on trouve à peu près dans toutes les fermes dans notre secteur. Il a été dérobé à quelques centaines de mètres d'ici, dans une chèvrerie. Jacky Mesmin avait monté lui-même sa rampe, juste avant l'été. Face aux sécheresses répétées, il a dû irriguer pour la toute première fois son champ de maïs. Donc ça représente des centaines d'heures de travail. Elle est juste finie payée, j'ai payé il y a 15 jours. J'ai fait le dernier chèque il y a 15 jours. 120 000 €. On fait notre travail du mieux qu'on peut. Sans prendre un autre matériel comme ça, c'est navrant. Il n'y a même pas de terme, c'est honteux, c'est honteux. La même nuit, son voisin a lui aussi subi des dégradations de son matériel d'irrigation. La gendarmerie a ouvert une enquête. Heureusement pour Jacky Mesmin, il venait juste de moissonner. Il a eu le temps de mettre ses céréales à l'abri sur l'exploitation familiale. Ça, c'est l'ancien maïs, le stock de l'an dernier. Et ça, c'est notre nouveau maïs qui est réparti sur 2 tas. Sous les pneus, une récolte exceptionnelle. Grâce à l'irrigation, le maïs de cette année est bien plus nourrissant pour le bétail. L'eau qu'on a mis a été apportée au bon moment. Et ça fait des rendements qui nous permettent d'avoir du stock et de la qualité surtout. Quand on distribue un aliment qui n'est pas assez riche, on est obligé de rapporter autre chose pour pouvoir compléter la ration. Donc ça coûte cher. Là, on aura tout dans notre alimentation de base. Dans son étable, Jacky Mesmin élève 140 génisses et 120 vaches. Leur lait est transformé en beurre AOP par la coopérative voisine. Allez Mimi, viens! L'agriculteur a entièrement optimisé son exploitation. Poste, 16, vaches, 41. Chez lui, la traite est assurée par un robot. Poste, 18, vaches, 25. Depuis cet été, l'éleveur soutient un nouveau projet d'irrigation
d'une ampleur inédite en France. Un projet qui fait polémique. La construction de 16 réserves d'eau gigantesques dans les Deux-Sèvres pour alimenter 220 exploitations et cultiver en grande majorité des céréales pour les troupeaux ou pour l'export. Coût total estimé 60 millions d'euros, subventionné à 70% par de l'argent public. Un non-sens pour les défenseurs de l'environnement. Comme Julien Leguet. À 43 ans, il est guide dans le Marais Poitevin, la deuxième plus grande zone humide de France. Muni de sa pigouille, ce long bâton, il a parcouru des milliers de fois ce parc naturel. À 14 ans, on met une pigouille dans les mains, enfin je sais déjà pigouiller. On me dit t'es grand, tu parles que tu causes bien, bah tu vas emmener les touristes. J'ai 14 ans et je m'éclate. J'aime le marais, donc le partager, super. Sauf que qu'est-ce que je vois depuis que j'ai 14 ans? C'est que ce marais il crève. Ce militant écologiste incrimine entre autres les retenues d'eau déjà existantes. Il les appelle des bassines. On voit déjà les premiers effets, c'est-à-dire que sur les petits ruisseaux qui alimentent normalement le marais, dès que les bassines démarrent, la nappe se rabaisse et donc on a des assèques dans des petites rivières en plein hiver. Et quand les cours d'eau et les nappes phréatiques baissent, le marais baisse lui aussi. Il manque 20 cm pour que la terre noire soit alimentée. Cette terre noire, c'est la tourbe, c'est la matière organique, c'est le sol qui est perméable. Et c'est le niveau qu'il faut maintenir si on veut que toutes les plantes aquatiques et toutes les plantes de ce milieu-là, et l'herbe et le foin, puissent pousser sans être irriguées. Cet été, le niveau est descendu encore 40 cm en dessous celui-ci. Ça veut dire que pour certains canaux, c'était impossible de faire de la barque. On s'est retrouvé à partir du 15 août où il ne restait plus qu'une seule solution pour faire un tour. Et tous les autres canaux on touchait le fond, littéralement. Julien Leguet a décidé de combattre le nouveau projet de 16 réserves d'eau dans son département. Il a pris la tête d'un collectif d'opposants, Bassines Non Merci. Pour nous convaincre de l'aberration écologique de stocker l'eau artificiellement, il nous emmène devant une retenue. Rendez-nous l'eau! Rien que ça, c'est un symbole. Hein. Le fait que l'eau soit emprisonnée, c'est... Ici, le sol a été recouvert d'une bâche étanche, en caoutchouc noir. Les irrigants pompent directement dans les nappes phréatiques. Les 16 nouvelles réserves seront construites sur le même modèle. Une des problématiques de ces bassines, c'est aussi qu'elles prennent une eau qui est de qualité dans le sous-sol et protégée pour l'exposer au vent, aux pollutions aériennes, à la chaleur, en plus dans des bâches noires qui vont chauffer cette eau et accroître le phénomène d'évaporation. Ce type d'ouvrage hydraulique existe par exemple en Espagne. En Espagne, on mesure de 30 à 40% d'évaporation. Devant la retenue, les deux militants sont sur leur garde. Ouais. Il y a des chances qu'on voit arriver des irrigants. Ouais, généralement, c'est ce qui se passe. Mais bon, morde pas. À l'été 2019, pourtant, une visite des réserves en présence de la presse locale a failli très mal tourner. Voici ce qui attendait hier soir le collectif Bassines Non Merci à la Greffe-sur-Mignon. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. 2 engins agricoles lancés à vive allure pour impressionner le convoi des manifestants. Résultat, la voiture de nos confrères du Courrier de l'Ouest hors d'usage et un délit de fuite. Les véhicules ont rasé au plus près nos véhicules, nos voitures. Si quelqu'un sortait à ce moment-là, il y avait des morts. Parce que c'est des engins, c'est des machines de guerre qui pèsent plusieurs tonnes et qui étaient lancées à vive allure. Et donc ça dit un petit peu de la tension, ça dit aussi du sentiment d'impunité de ceux-là. Depuis 3 ans, les opposants se mobilisent régulièrement pour tenter de stopper le projet. Car s'il aboutit, il pourrait servir de modèle à plusieurs dizaines de programmes similaires partout en France. Ce dimanche d'octobre, c'est la manifestation de la dernière chance. Le chantier est prévu pour le printemps. Ils sont plus de 3000 à défiler. On empêchera les travaux de se faire, quoi qu'il arrive. Allez, vamos Zaval! Aujourd'hui on gagne! Cette bataille est hautement symbolique. Alors les leaders de plusieurs partis politiques ont fait le déplacement jusque dans la campagne niortaise.
comme Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. L'eau est un bien commun. Dès lors que c'est un bien commun, personne n'a le droit de se l'approprier sans que la collectivité ait donné son mot. C'est un monde de paysans qui se bat. C'est un monde de... Mais aussi Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Ou encore José Bové. C'est à toi, t'as 10 minutes si tu veux. 9 associations environnementales ont déposé un recours en justice pour obtenir gain de cause. Julien Leguet se dit même prêt à aller très loin. Si un jour un bulldozer vient, eh bien je me mettrai devant. Et puis s'il m'écrabouille, eh ben, il m'aura écrabouillé. Et le projet sera fini. Alors est-ce qu'en face, nos élus, ils sont assez bêtes pour aller jusque-là? J'espère que non. Mais en tout cas, qu'il n'ait aucun doute sur notre détermination et sur notre volonté forte et farouche de préserver notre marais, de préserver nos rivières. Et à travers cette lutte, l'ensemble des rivières et des marais de France, puisque quand on se bat pour le marais contre ces bassines-là, c'est aussi pour ne pas les voir se généraliser à l'ensemble du territoire français. Cette fois, la manifestation se termine bien. Mais la lutte des anti-bassines est surveillée de près par les autorités. Car en France, la guerre de l'eau a déjà fait un mort. Il y a 6 ans, à Sivins, dans le Tarn. Dans la soirée du 25 au 26 octobre 2014, une manifestation contre un projet de retenue d'eau tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Rémi Fraisse, un militant écologiste de 21 ans, est tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. Après le drame, l'État interdit la construction de la retenue de Sivins. Dans le sud-ouest, l'abandon de ce projet a exaspéré les irrigants. Alors, près d'Agen, ils ont décidé de s'affranchir de la loi en construisant une réserve sans aucune autorisation. Le lac de Caussade. 920 000 mètres cubes d'eau. Les agriculteurs ont bâti une digue au pied des collines pour retenir l'eau de pluie, sans s'embarrasser des obstacles sur leur passage. C'était un projet de longue date de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, supervisé par son vice-président Patrick Franquin, gros producteur local de pruneaux et de céréales. Il assume sans détour son coup de force. On est né ici, on mourra ici, et on sait ce qu'il faut pour ici. Il faut un peu d'eau. Avec cet argument-là, on a dit que c'est là qu'on le fait. On avait le terrain, on avait les agriculteurs motivés pour le faire, on a pris le temps qu'il fallait pour le faire, on l'a fait, tout simplement. Même si c'était illégal. Même si c'était illégal, bien sûr. Après une longue bataille administrative, la préfecture du Lot-et-Garonne avait finalement retoqué le projet, à la suite des avis rendus. Avis réservé de l'autorité environnementale, avis défavorable de l'Agence française pour la biodiversité, avis défavorable du Conseil national de protection de la nature. Des espèces protégées d'animaux et de plantes, comme les busards ou les tulipes des bois, étaient en danger. Pourtant, en novembre 2018, les travaux du lac démarrent. Aucune entreprise n'accepte de travailler sur un chantier illégal. Ce sont donc les agriculteurs eux-mêmes qui s'en chargent. Ils se relaient tout l'hiver, 7 jours sur 7. À l'époque, ils sont interviewés par des journalistes. Ce projet localement il est utile, évidemment, on est quand même à l'égalité. Vous n'avez pas peur que les gendarmes débarquent? En janvier 2019, l'État tente de faire arrêter les travaux. Au petit matin, les gendarmes sont accueillis par Patrick Franquin et plusieurs centaines d'agriculteurs. La gendarmerie a reçu pour mission d'effectuer cette pose des scellés sur les engins de chantier. Et donc nous vous demandons de nous laisser le passage. Pendant des heures, les agriculteurs font barrage. Les fonctionnaires ne parviendront pas à stopper le chantier. Le lac est inauguré en février 2019. 1, 2, 3. Ouais, bravo!
1 an et demi plus tard, le président et le vice-président de la Chambre d'agriculture sont condamnés respectivement à 9 et 8 mois de prison ferme pour avoir construit illégalement le lac. Ils ont fait appel et restent déterminés. Absolument aucun regret. Absolument aucun regret. Ah ben oui. Alors là, écoutez, c'est pas ça qui nous a arrêtés. On le referait, évidemment qu'on le referait. Bien sûr. Et on va refaire. Et c'est bien possible. Et c'est bien possible. Aujourd'hui encore, le vice-président de la Chambre d'agriculture estime avoir fait le bon choix. L'essentiel est fait. Le lac il a été fait, il s'est rempli. Les agriculteurs l'ont utilisé, ils ont sauvé leur récolte cet été. Économiquement, ils font face. Voilà, ils sont moins inquiets, et ainsi de suite. Localement, quand les agriculteurs gagnent leur vie localement, ça profite à l'économie locale. Les agriculteurs ont toujours le même argument choc. La survie du monde paysan dépendrait de ces retenues d'eau. Le lac de Caussade bénéficie à 21 exploitations agricoles, dont celle de Christophe Vazignac et de son voisin Erwan Fulbert. Bon, alors ça pousse colza? Eh bien oui. Tu mets combien en eau là? Là, je mets une quinzaine de millimètres juste pour rafraîchir la terre, étant donné que le sol est assez humide. D'accord. Ça a changé quoi pour vous? Avec l'eau, franchement, de suite, ça change la vie, quoi. Ça change la vie. Vous avez eu des années difficiles avant? Ouais, on a eu 2 années un peu compliquées, ouais. Une année séchante, ouais. Et vous avez craint pour votre exploitation ou ça n'était pas à ce point-là? Financièrement? Ouais. Peut-être pas en craindre, mais c'était ric-rac, quoi. On travaille pour rien quand c'est comme ça. Christophe Vazignac a même pu agrandir sa surface de maïs de 35% et planter du colza. 2 céréales rémunératrices, mais très gourmandes en eau. Là, après l'irrigation, on voit bien qu'il y a déjà des jeunes plantules qui sont déjà levées. Et là, depuis hier soir ou ce matin, il y a des toutes nouvelles pousses qui finissent d'apparaître. Ici, ici. Donc ce sont des pieds de colza qui viennent de naître grâce à l'arrosage de cette nuit, quoi. Il produit du colza semence, des graines qui seront revendues ensuite en France et à l'étranger par un grand groupe allemand. Ces contrats de colza semence, on ne peut les avoir que si on a de l'eau. Parce que c'est une culture qui se plante au mois de septembre, fin août, début septembre. Et s'il n'y a pas d'eau pour la faire naître, on ne peut pas avoir ces contrats. Ça vous permet d'avoir une meilleure rentabilité? Ça peut doubler nos revenus à l'hectare. Par rapport à du colza conventionnel, ça peut doubler voire tripler les rentrées d'argent à l'hectare. En septembre dernier, se tenait le salon de l'élevage et des saveurs à Agen. C'est sa première sortie. Sa mère était là il y a 3 ans. Concours bovin, exposition d'animaux de la ferme. Dans ce bastion du monde paysan, c'est le rendez-vous incontournable de tous les agriculteurs du coin. Et cette année, le héros du salon, c'est Serge Bousquet-Cassagne. C'est le président. Ça va? Je vois que vous avez un masque, c'est bien. Ouais. Salut, bonjour. 2 mois après sa condamnation pour le coup de force du lac de Caussade, le président de la Chambre d'agriculture arpente fièrement les allées. Voilà. Ici, tout le monde le soutient, y compris des élus, comme le vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture. Oui, un peu, ouais. Des lacs partout. Des lacs partout, 3000 lacs. 3000 lacs. 3000 de plus. Voilà. 3000 de plus. Et ça ira. Et ça ira. Voilà. Non, mais la messe est dite. Je vous interromps, je vous entendais discuter, vous voulez construire 3000 retenues de plus? Oui. Vraiment? Non, là on plaisantait, mais à peine. À peine. Pour Serge Bousquet-Cassagne, il s'agit d'un combat du bon sens contre l'idéologie, des campagnes contre la capitale. Il y a un consensus général, sauf chez les fachos de Paris, quoi. Parce que je les appelle les fachos de Paris, les écolos. Hein. C'est vos ennemis? Non, moi j'ai rien contre eux. C'est eux qui ont contre nous. C'est eux qui nous attaquent. C'est eux qui nous agressent. Nous, on leur demande rien. Qu'ils restent là-haut. Vous avez mobilisé les agriculteurs quand les gendarmes ont voulu mettre des scellés, etc. C'est la loi du plus fort, un peu. Non, c'est la loi de celui qui se révolte et qui a raison de se révolter. C'est 1789. Hein. Pour ces irréductibles agriculteurs, le combat continue. Car le ministère de l'Environnement exige que le lac soit vidé. Mais aucune date n'a été fixée.
Cette décision sera-t-elle appliquée un jour? Les opposants au lac de Caussade n'y croient pas. Ils dénoncent la toute-puissance, selon eux, des irrigants et leurs méthodes musclées. Lionel Feuillas fait partie des défenseurs de l'environnement qui ont déposé plusieurs recours en justice contre la retenue d'eau illégale. Il nous emmène à l'arrière du site. Avant, ils avaient des guetteurs. Donc ils surveillaient effectivement la fréquentation. Des guetteurs dans les fermes voisines? Oui, ils avaient même des gens qui étaient postés sur les routes et autres, oui. Là, il n'y a personne. On peut y aller. Donc là, vous vous approchez pas plus que ça. Normalement, vous venez pas autour du lac de Caussade. Je ne vais pas sur la digue, je ne vais pas, je dirais, sur la partie qui est proche du village, parce que je sais que je ne suis pas le bienvenu. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Nous avons été menacés de mort, on nous a menacés de nous noyer au fond du lac. Donc voilà, je ne pense pas que ça aille jusqu'à la réalisation de ces menaces, mais vous savez, dans ce genre de choses, vous n'êtes pas à l'abri d'une personne un peu excitée qui peut prendre les choses au pied de la lettre. Le militant se dit très inquiet, car si le lac de Caussade n'est pas détruit, cela pourrait créer, selon lui, un dangereux précédent. Quand effectivement on voit que l'État n'est pas capable de faire respecter ses arrêtés, je vais rester poli. Mais ça fait mal. Cet ouvrage, c'est aussi quelque part un peu une jurisprudence en France. C'est-à-dire que si vous êtes là d'ailleurs, c'est parce qu'on parle de ce dossier, y compris dans les ministères. Et que si jamais les délinquants environnementaux gagnent et réussissent leur coup de force, eh bien on va avoir des coups de force comme ça partout en France. Nous retournons dans les Deux-Sèvres, près du marais Poitevin, là où le projet de 16 nouvelles réserves fait polémique. Ici, l'État tente de réconcilier écologistes et agriculteurs sur la question de l'eau. Pour la première fois en France, la préfecture a réuni autour d'une même table les élus locaux, les irrigants, la chambre d'agriculture et certaines associations environnementales. Ensemble, ils ont rédigé un protocole d'accord inédit. Les exploitants n'auront accès à l'eau des réserves que s'ils s'engagent à adopter des pratiques plus écologiques. Mais sont-ils prêts à changer? Ce jour-là, Jean-François, Didier et Benjamin reçoivent la visite d'un ingénieur agronome. Au niveau de la paille, il n'y a pas trop de poussière, pas trop de... Non, tout est fait manuellement, donc on n'a pas de pailleuse mécanique. Pour profiter du nouveau protocole, ils doivent se soumettre à un diagnostic complet de leur exploitation. Avec une alimentation garantie sans OGM. Là, c'est la blonde d'Aquitaine. Ici, ils élèvent 175 vaches. Ils cultivent également du blé pour une grande marque de biscuits. En les questionnant, l'ingénieur essaie de mieux comprendre comment ils travaillent. Donc l'exploitation n'est pas engagée en bio. Est-ce que c'est des choses pareil en réflexion ou c'est sur du temps long? Comment vous voyez ça? On ne peut pas dire qu'on est en réflexion. Non. Chez nous, on broie et... Il va alors leur expliquer le contrat à respecter pour avoir accès à l'eau. Donc en fait, ça se présentera comme ça. Donc on a des engagements individuels de l'exploitation agricole. Réduire l'utilisation des pesticides, changer leurs pratiques en favorisant les prairies naturelles ou en diversifiant leur production, prendre des mesures en faveur de la biodiversité, comme planter des haies pour faire revenir les oiseaux et les insectes. Est-ce que c'est facile de se dire qu'on va devoir adapter sa façon de cultiver avec des engagements qui ne sont pas ceux qu'on aurait pris de nous-mêmes? C'est le fait de remettre en cause des pratiques, c'est pas forcément mauvais parce que il faut aussi s'adapter et évoluer avec l'actualité du moment. Donc ça, on sait le faire. Mais pour autant, on le fait pas en tournant une page ou d'un clic sur un ordinateur. Donc nous, il faut revoir des fois toute une stratégie d'équipement matériel. Voilà, c'est toute une résonance économique qu'il y a derrière avec des réadaptations qui peuvent être lourdes de conséquences si on modifie l'outil trop rapidement. Il y aurait déjà plus de 100 000 retenues d'eau, de toute taille, dans les campagnes françaises. Et les agriculteurs plaident pour en construire toujours plus. La guerre de l'eau ne fait que commencer.